Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir ensemble les ateliers scolaires qu'offre le Musée canadien de la nature. On va aussi discuter et découvrir ensemble le programme d'archéologie de la CCN, donc de la Commission de la capitale nationale. Et tout de suite pour commencer, on parle des médias dits traditionnels et du lien qu'ils ont ou qu'ils devraient avoir avec les OBNL, avec notre spécialiste en relations publiques, Marie-Chantal Baguia. Et je trouve intéressant que tu en parles parce qu'on en jasait un peu avant l'émission. Les gens pensent que parce qu'on a les médias sociaux maintenant, la télé, la radio, c'est plus nécessaire. Exactement. Plusieurs même disent que la télé, la radio, la presse écrite, ils sont appelés à mourir parce que on a les réseaux sociaux. Oui. Donc, juste à cause de cela, beaucoup de personnes, en fait, prétendent, c'est ce que je vais utiliser comme terme, prétendent ne plus regarder la télé ou écouter la radio. Mais en même temps, je veux juste le faire comprendre que ce que les gens pensent, souvent, ils le font sans même s'en rendre compte parce que même quand on écoute la radio dans l'auto, à un moment donné, là, on met la radio pour pouvoir écouter les nouvelles de la zone ou bien même savoir qu'est-ce qu'il en est de la circulation, de la météo. Veut pas, là, à un moment donné, on écoute que ce soit à la radio ou on regarde aussi la télé ou qu'on lit en fait un journal. Exemple, même on va parler de presse écrite, on va mettre ça sur le côté. Même la presse écrite a compris qu'il faut faire 50-50 parce que la presse écrite est présente sur nos téléphones. Oui, tu n'as pas pu lire ton journal, mais tu peux prendre ton application de telle ou telle presse là pour regarder les informations. Exactement. Et c'est pourquoi, justement, en fait, moi, je dirais à ces personnes-là que Internet a permis, en fait, une variété, en fait, de médias, parce que tous ces médias-là, on les retrouve aujourd'hui sur Internet. C'est ça. Que ce soit en webzine, que ce soit en web télé ou même en web radio. On a vu aussi la naissance aussi des podcasts. Les podcasts, oui. C'est un simili de radio aussi, sauf que là, ce n'est plus géré en tant que tel par un groupe, mais par des individus ou des corporations même qui peuvent aussi s'en servir. Et tu en parles aujourd'hui, est-ce que c'est parce que tu as eu beaucoup de clients qui t'ont fait cette remarque-là et que tu as dit, écoute, il faut que vraiment je partage ça avec les gens qui regardent l'émission? Oui, parce que j'entends trop de choses, en fait, en lien avec les médias dits traditionnels. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, non, je n'ai pas véritablement besoin de ça dans mes actions de communication. Mais en même temps, je dis, c'est pas vrai. Parce que ces médias dits traditionnels, même s'il y a les réseaux sociaux, se retrouvent aussi sur les réseaux sociaux. Parce que même si je prends le cas, par exemple, même de TV Rogers, TV Rogers a une page YouTube. Oui. Donc, quelque part, oui, c'est vrai qu'on a la plateforme physique, mais ça se retrouve également sur les médias sociaux. Et qu'est-ce que tu fais avec ces clients-là pour qu'ils puissent changer de mentalité par rapport à ça? Oui, tu as expliqué un peu le pourquoi c'est important d'être dans les médias traditionnels, mais pour revenir un peu, on va dire, à une discussion que toi et moi on a eue, je pense à la chronique précédente, tu mentionnais le fait que passer à la télé ou passer à une émission de radio, pour toi qui as une compagnie, veut pas, ça t'apporte une certaine crédibilité. Oh oui. Tout à fait. Ça t'apporte une certaine crédibilité parce que passer à la télé ou à la radio, en fait, ça change le regard des autres sur nous, sur notre entreprise, notre organisation et même sur notre personne en tant que telle. Ouais. Et donc, on nous prend un peu plus au sérieux et puis les gens nous accordent un peu plus d'importance. Donc, fait que je dirais là que c'est vraiment quelque chose à véritablement considérer. Oui, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais moi, je pense que les médias dits traditionnels ont toujours, en fait, leur importance, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui sont toujours accrochées au fait de regarder la télé, au fait de regarder certaines émissions ou bien même au fait d'écouter la radio. Donc, imaginons pour quelqu'un qui fait une activité, je sais pas, de vente, qui est dans la vente, tu te dis que les médias traditionnels, c'est pas bon pour toi, ça va rien t'apporter, les médias sociaux, ça suffit. Mais imaginons que tu fasses une émission, que tu sois l'invité de Marie-Chantal à une émission, sait-on jamais, et puis tu as un client qui te prend sans article. Mais si tu n'étais pas passé à la télé, ça n'allait pas arriver.
Non. Donc, il y a quelque chose comme ça aussi qu'il faudrait... Il y a quelque chose comme ça. Et même moi, je sais, il y a une dame avec que j'ai eu à accompagner comme ça aussi, qui, à force, en fait, de bâtir sa présence, parce que c'est important, en fait, de bâtir cette présence médiatique-là. Et un jour, comme ça, elle a reçu, comme par surprise, un média. Elle est du côté de Montréal. Et puis, ben, ça lui a fait une vente, en fait, de plusieurs mois. Elle a pu le faire en un week-end, juste parce que, ben, elle est parue dans ce journal-là. Donc, beaucoup de personnes vont dire, non, je n'ai pas besoin d'utiliser, mais c'est faux de croire ça. Et même ceux qui sont dans la vente, ben, on pourra aborder, en fait. On a d'autres points à aborder, là. C'est ça. On sent que tu es passionné, là, mais c'est assez intéressant. C'est ce que je disais tantôt. En une seule apparition télé ou radio, là, tu peux te faire plein de ventes. Écoute, je vais te garder avec moi et je vais vous garder vous aussi avec moi parce qu'après la pause, on pourrait parler de ce que Marie-Chantal appelle bâtir sa présence sur les différents médias et je pense que ça devrait vous intéresser. Alors, restez connectés, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission, j'ai rendez-vous avec Cathy Vallière, la chanteuse du groupe rock alternatif de l'Ontario français, Règlement 17. Venez découvrir la musique. Court circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous parle de l'importance de votre présence dans les médias en tant que OBNL avec notre spécialiste Marie-Chantal Baguia. Et avant la pause, tu as dit quelque chose que je trouve qu'on devrait marteler, bâtir sa présence. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça prend? OK. Déjà, ce que je veux faire comprendre, c'est que déjà même pour bâtir sa présence médiatique, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça, il faut le faire, en fait, au fur et à mesure. On ne passe pas comme ça une seule fois et puis on s'attend, en fait, à avoir comme des résultats. Oui. Donc, et pour pouvoir faire ça, c'est important de viser le bon média parce qu'on ne va pas apparaître... Je vais applaudir. Oui, viser le bon média. Il faut viser vraiment le bon média pour pouvoir le faire. Et une fois qu'on le fait, ça prend en fait de pouvoir comme avoir une très bonne relation en fait avec l'animateur ou le journaliste pour voir en fait de quelle façon on peut revenir, soit selon le calendrier éditorial en fait de ce média et selon les sujets qui vont être débattus. Et c'est important en fait là d'apporter du contenu de valeur, comme on le dit, pour l'audience en fait de ce média en tant que OBNL. Ensuite de ça, quand tu parles de choisir le bon média, il y a un autre exemple que tu as pris que j'aimerais qu'on puisse partager avec les gens. C'est que tu peux pas être dans le domaine de la santé et puis et communiquer avec un journaliste sportif. Non. Donc, c'est important de pouvoir faire une bonne recherche pour savoir quel est le média de mon industrie, de mon secteur,
quelle est l'émission ou comment on appelle ça même, la tranche en fait, que ce soit dans un journal ou à la radio ou à la télé, qui concerne en fait ou qui touche un domaine de mon secteur ou de mon industrie. Ça nous permet en fait là de pouvoir aller toucher en fait la bonne cible. Puis la zone géographique aussi. Exactement, la zone géographique, c'est très très important parce que tu ne peux pas être par exemple... je donne à Windsor et puis envoyer ton information à Ottawa pour une activité qui se passe à Windsor. C'est bien important aussi de pouvoir comme tenir compte de la localité et puis pouvoir communiquer avec les différents médias. Peut-être que je pense que tu seras d'accord avec moi parce que moi, j'ai déjà reçu exceptionnellement des gens qui n'étaient pas d'ici, de Toronto, mais qui font partie de la communauté francophone et qui organisaient un événement virtuel. Dans ce sens, là, comme tu dis, c'est important de faire des recherches. C'est important. Et même encore, oui, c'est vrai qu'il y a ces exceptions, mais pourquoi est-ce que je parle de localité? Je parle de localité parce que si c'est un événement, par exemple, qui est local, comme en présentiel, ça ne marche pas. Ça. Mais si, par exemple, on a un sujet d'actualité qui touche plusieurs communautés, là, oui, on pourrait avoir cette communication avec Ottawa ou avec d'autres... Parce que là, en ce moment, on touche plusieurs volets ou on touche une plus grande communauté. Comme l'exemple que tu as donné, tu as parlé de la francophonie. En ce moment-là, ça va toucher toute la francophonie au niveau de l'Ontario. Mais quand c'est quelque chose de bien précis, de local, comme par exemple, ça peut être une foire locale, en ce moment, ça n'a pas de... Ça n'a pas rapport. Exactement. Et surtout, même aussi, tu avais soulevé un point, le fait, en fait, d'envoyer une nouvelle à un média qui n'est pas concerné, ça vient en fait d'éteindre sur notre crédibilité, notre image. Donc, il faut faire très attention quand on envoie nos informations aux différents médias. Et puis, autre chose, là parce que tout ce qu'on vient de dire, là, ça concerne monsieur, madame, tout le monde. Mais aujourd'hui, on est vraiment on veut parler des OBNL et c'est quoi l'impact et l'intérêt que ces gens-là ont à aller vers les médias dits traditionnels, comme tu les appelles? Oui, au niveau des impacts, il y a plusieurs points à soulever, comme par exemple, ça leur permet d'accroître, en fait, j'aime utiliser le terme de cote de notoriété, parce qu'on se fait connaître auprès, en fait, d'une clientèle, d'une cible, en fait, l'audience, en fait, de ce média. Et aussi, il y a autre chose, c'est que ça nous permet aussi d'attirer à nous soit des partenaires, des fournisseurs. Tu as tellement raison, des partenaires. Exactement, des partenaires. Donc, pourquoi ne pas mettre ces médias-là à notre avantage? Parce qu'ils touchent une plus grande audience. Et qu'en plus de cela, il y a une chose que j'aime dire, c'est que ces médias-là nous permettent d'avoir une double visibilité, autant sur la plateforme télé, physique ou la radio, mais aussi au travers des médias sociaux. Ah oui, parce que tu vas partager. Exactement. Tout ça. Okay. Même ce média-là aussi va partager sur les médias sociaux l'émission. Donc, fait que du coup, on a cette double visibilité-là qui nous est offerte. Ça me ramène un peu à ce que nous, on fait ici à TV Rogers dans le contexte communautaire. Tu parlais de partenariat, mais j'en ai vu tellement ici, là, des gens qui viennent à l'émission, ils viennent de différentes, je vais dire, zones d'influence. Mais quand ils arrivent ici, ils arrivent à faire un pont, un lien, des gens s'échangent des cartes. Donc, c'est pas seulement de passer à la télé, mais disons que ce soit un média, même radio, tu vas aller faire une émission de radio, mais tu sais pas qui était avant toi, qui sera après toi, qui est dans la salle. Donc, on sait jamais qui on va rencontrer. Il faut vraiment pas se limiter. Exactement. Vraiment pas se limiter. Et surtout, moi, j'invite les OBNL à pouvoir garder comme dans leur plan stratégique ou leur plan de communication une ouverture, en fait, à l'utilisation des médias dits traditionnels. On a, par exemple, TV Rogers, où on est présentement, qui est aussi une opportunité, une occasion pour ces différentes organisations-là à se faire connaître et puis à pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'offrent ces médias dits traditionnels. Marie-Chantal a fait notre publicité, on vous le dit tout le temps, on est là pour vous, on est là pour la communauté, donc n'hésitez pas à nous écrire. Et puis en parlant d'écrire à un média, c'est quoi la bonne stratégie qu'une OBNL devrait avoir pour, je vais dire, se présenter un tant soit peu et avoir cette lucarne-là dans un média traditionnel, radio ou télé?
Moi, je dirais qu'à ce niveau-là, ça va être important de faire des recherches d'abord pour savoir l'émission de quoi il en ressort, quels sont les sujets qui sont traités, et puis voir, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut nécessairement apporter, en fait, à ce média-là, à son audience. Et en fonction de ça, faire une proposition de sujet d'intérêt, en fait, à ce média ou à ce journaliste pour pouvoir, en fait, aller piquer, en fait, sa curiosité pour qu'il nous invite à venir. Donc, fait que ça peut se faire soit par courriel, soit par téléphone, dépendamment en fait des moyens de communication qu'on a au sujet soit de cette émission ou de ce journaliste. Alors, donc, première étape, c'est comment aller rencontrer ou rentrer en contact avec ce média dit traditionnel-là. Quel autre pas important on pourrait faire pour quelqu'un qui est dans une OBNL? Pour quelqu'un qui est déjà dans une OBNL, l'autre chose aussi que j'inviterais les gens à faire, c'est de pouvoir même établir, par exemple, une revue de presse. Parce qu'au fur et à mesure, on voit qu'est-ce qui est développé auprès de cette émission et tout ça. Et ça vient nous-mêmes aussi nous aider par rapport à comment est-ce qu'on pourrait développer une approche ou bien un point ou un sujet. Je vais te couper parce que, parenthèse, tu parles de revue de presse. Toi et moi, on se comprend. Mais pour les gens qui... oui. Je viens à peine d'avoir la lumière. Pour les gens qui ne savent pas comment faire une revue de presse, et c'est quoi? OK. Une revue de presse, le terme peut sembler compliqué, mais en fait, c'est pas bien compliqué que ça. Même sur les médias sociaux, on le fait sans s'en rendre compte. C'est juste de savoir, en fait, qui parle de nous et où. Et en fonction de ça, aller voir. Donc, ça peut être de faire... Il y a des applications qui existent pour cela, mais une qui existe, qui est très facile, c'est Google Alert, par exemple, qu'on peut utiliser, ou même aller sur Google pour savoir, en temps pas le nom de l'organisation, pour savoir qui parle de nous et comment est-ce que cette personne parle de nous, et puis voir, en fait, lire l'article et puis en apprendre un peu plus, en fait, si ce qui est dit, soit sur l'actualité en lien avec notre secteur ou même sur notre organisation. Et puis, pouvoir comme élaborer cela dans un document et puis ça Word. montre notre évolution aussi. Exactement, tout à fait. Écoute, je pourrais te garder pendant 30 minutes encore. Aujourd'hui, je pense que notre chronique, là, je l'ai adorée. On va aller te consulter sur ton site web si les gens ont envie d'avoir plus d'informations, mashabconsulting.com. Et puis, j'ai hâte à notre chronique du mois prochain. Super. Alors, pour vous autres à la maison, encore une fois, www.mashabconsulting.com, c'est le site web de notre spécialiste en relations publiques. C'est là que vous pourrez avoir accès à elle et à tous ses conseils. Elle est aussi, vous pouvez toujours la retrouver sur les médias sociaux Facebook et aussi Instagram. Alors, nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va s'intéresser au programme d'archéologie de la CCN. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est rapide. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers.
De TV Rogers, on s'intéresse maintenant au programme d'archéologie de la CCN, de la Commission de la capitale nationale, et avec moi un expert, donc gestionnaire de programme d'archéologie, M. Yann Badgley, qui nous a apporté plein d'artefacts. On va parler de ça un peu plus tard, mais j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce programme d'archéologie. Qu'est-ce que vous faites à la CCN dans ce programme? C'est une bonne question. Je fais beaucoup. On fait la recherche sur les ressources archéologiques, puis notre programme est orienté surtout vers la protection. La sauvegarde des ressources qui sont menacées par les projets de développement ou même par les changements climatiques. Dans ces volets-là, on pratique des fouilles, même publiques, pour enseigner le public de l'importance de l'archéologie et pour nous aider à protéger les ressources. Et c'est ça ce qu'on fait. Alors, c'est quoi l'importance de l'archéologie pour toi, Yann? Oh, ben, c'est les témoins du passé. Ça, c'est la culture, c'est la connaissance. On pleine de connaissances. Chaque objet qui était fait par les personnes pendant la période préhistorique ou même en histoire. C'est les phénomènes culturels qui sont disparus physiquement, mais la connaissance est toujours là. Alors, comment toi, tu arrives à être toujours émerveillé devant quelque chose que tu trouves lors d'une fouille? Oh, ben, c'est facile, c'est des objets qui parlent, mais c'est pas l'objet qui est vraiment important, c'est les personnes en arrière. C'est les personnes qui ont façonné l'objet ou les personnes qui ont utilisé les objets. Donc, les artefacts eux-mêmes, là, sont simplement une réflexion de leur connaissance. Et quand vous avez l'objet entre vos mains là, ou dans tes mains, vous êtes en contact direct avec leur connaissance. Alors, c'est comme on dit en bon anglais, c'est un time machine. Alors, comment vous sélectionnez à la CCN les endroits où est-ce que vous allez aller faire des fouilles? Ah, ben, c'est pratique. Là. Si vous dites, par exemple, que j'aurais campé là, quelqu'un l'a déjà fait. OK, alors, oui, c'est vrai, oui. C'est une question de... D'habitude? D'habitude aussi, mais c'est aussi... on a beaucoup d'informations écrites sur l'histoire de la région. On sait bien où se sont situés les anciens moulins, des quais, des différents développements sur le rivage. En ce qui concerne les objets amérindiens ou les sites amérindiens, c'est simplement de la logique. C'est un endroit qui est bien drainé, qui est facile d'accès, qui est à côté de l'eau. Et au courant d'une année, avec ton département, avec le programme d'archéologie, combien de fouilles approximativement vous faites par année? Ah, ça varie d'un an à l'autre, mais on travaille du mi-avril jusqu'à la fin d'octobre. Donc, ça se peut bien qu'on va visiter une vingtaine de sites, ou même plus, ou même moins. Mais ça dépend les travaux à réaliser. Puis, des fouilles, là, c'est toujours la chose qui nous intéresse le plus, parce que ça veut dire qu'on va ouvrir un grand espace. Et puis qu'on va trouver quelque chose qui va nous rappeler notre histoire quelque part. Voilà. Parlons du partenariat que vous avez avec les communautés autochtones. Oh, bien... nous avons signé une excellente entente avec les deux communautés de Kitigan-Zibi, Anishinaabe et les Algonquins de Pikwakanagan en 2012. C'était pour la cogestion des ressources archéologiques. Après tout, c'est leur territoire traditionnel. Puis, ils ont un intérêt à faire l'intendance de leur legs, leur culture, et à
après tout, c'est la plus grande partie de l'histoire dans la région. Les sites les plus anciens connus remontent à environ 9000 ans avant aujourd'hui. Puis nous autres, les pionniers, les Noirs autochtones, on arrive vers 1800. Okay. Donc, l'histoire, c'est à eux autres. C'est la plus grande partie des sites. Et c'est des sites qui sont les plus menacés par développement, des projets de développement et par les changements climatiques. Puis c'est pour ça que les fouilles archéologiques, je trouve qu'elles sont importantes parce que avec ce qui se passe avec le changement climatique, là, c'est mieux. Et puis je pense que peut-être que le changement climatique aussi vous aide à trouver des choses plus facilement, oui ou non? Malheureusement, oui. C'est ça. C'est à cause de l'érosion. Oui. Alors, l'érosion déplace les objets, qui est dommage parce que c'est l'association physique entre les différentes catégories d'objets qui nous renseigne comment quelqu'un a utilisé l'espace. Ou comment il a vécu à cet espace. Oui, exactement. Les aires d'activité sont définies par une association des différents objets dans l'espace. Puis on pense, si on est capable de comprendre comment l'espace était aménagé, on a gagné quelque chose en ce qui concerne la connaissance de la culture. De cet environnement-là. Écoute, Yann, je vais te garder avec moi. Oui. Parce qu'après la pause, je vais même fermer mon ordinateur, t'envoyer plein d'artefacts. On va passer au travers. On peut pas faire tout, mais on va passer au travers de quelques-uns, là, et puis tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, pour vous autres à la maison, les curieux, les gens qui sont amoureux d'archéologie, restez connectés parce que juste après la pause, on va entrer et puis découvrir certains artefacts que Yann nous a rapportés. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du programme d'archéologie de la CCN, Commission de la capitale nationale, avec moi, son gestionnaire Yann Badgley. Avant la pause, on a parlé du programme, de qu'est-ce que vous faites, comment vous faites vos recherches. Puis là, on va découvrir ensemble quelques artefacts. Et celui-là, tu me dis qu'il date de 1900... C'était fait il y a environ 1900 ans avant aujourd'hui. Wow. Oui. C'est une vase typiquement de cette période-là. Et on sait bien que c'était fait ici avec la vase ou l'argile locale ici. Et la décoration est aussi unique à la région. OK. Donc, c'est quoi l'unicité? C'est avec, parce que tu as mentionné les fils qu'ils utilisaient oui. Ça s'appelle, la décoration ici s'appelle à la cordelette. Alors, il y avait je vais le déposer pour qu'on puisse le voir. Des petites tiges
OK? Puis ils ont mis les petites fils là, autour de ces... Pour faire des petits carrés. Tiges. Oui. Puis ils les impressaient. C'est comme un timbre dans le vase encore frais. C'est tellement drôle, là. Tu m'as dit que vous l'avez trouvé en morceaux séparés. Oui. Puis on a fait juste un assemblage, comme un puzzle. Oui. Donc ça veut dire que vous avez trouvé tout ça pratiquement au même endroit. Pratiquement le même endroit. Puis ça, c'est la moitié de ce qu'on a trouvé là-bas. On a aussi le panse qui va avec la moitié de la vase, franchement. Alors, c'était à cause de l'érosion. Malheureusement. Malheureusement. En tout cas, donc là, c'était le premier artefact que je voulais. J'ai tellement peur de le briser. Ça doit être fragile, ça. J'ai tellement peur de le briser. Peut-être moins fragile qu'on pense. Alors, oui, et là, c'est un... Je pense que tu m'avais dit, Yann, que c'était un pendentif. Un pendentif en ardoise polie. Oui, en ardoise polie. Oui. Okay. Alors, les bords sont endommagés un petit peu. Le trou a été fait avec un forêt d'arc, en pierre, des deux côtés. Je vais mettre l'autre côté pour que les gens puissent le voir. Ouais. Et il y a deux petits trous ici dont tu parlais. C'est tout petit comme ça. Ça, c'est des imperfections. C'est des imperfections qui ont été créées par quoi ou par qui? C'est une erreur. Alors, lorsque la personne était en train de travailler ça? De forer le trou, la forêt a sauté 2 fois. Donc, on a 2 petites choses. Est-ce que je peux vous montrer la forêt? OK, c'est ça c'est celui-là ici? Okay, je vais te rapprocher ça comme ça. Oui. Alors, Yann va nous montrer comment on l'a utilisé, comment on l'utilisait. Ah, voilà. Et ça, c'est la forêt, là. OK? Mais tu peux le garder. Je vais le garder comme puis, ça. Il y avait une tige de bois, puis un arc pour faire tourner. Pour tourner, OK, ça. Comme ça, OK. Donc, il a dû sauter 1 fois, 2 fois, imperfection. Puis les petites imperfections comme ça, je pense, nous amènent un peu plus proche à la personne. On rapproche vraiment de la personne qui a fait ça? Qui a fait ça, là. Comment ça vous rapproche? Ça nous montre que c'était fait... OK, un objet en préhistoire était fait 1 fois par une personne. Wow, OK. C'est pas comme un crayon à mine. Oui. On achète une boîte de crayons de mine, chacun est pareil. Il n'y a aucune différence entre eux autres. Puis ils sont faits par peut-être... Il y a peut-être des milliers de personnes impliquées dans un crayon de mine. Il y a des boucherons, il y a les mineurs, il y a ceux qui font la peinture orange ou jaune, le caoutchouc, etc. Mais ça, c'était fait 1 fois par une personne. Donc, on touche la connaissance de cette personne qui était à l'arrière de l'artefact. Lorsqu'on voit la façon que c'était fait et c'était quelqu'un qui était humaine comme nous autres, un être humain qui faisait des et qui a fait des erreurs, c'est ça. Ouais. Oui, il va nous rester quelques minutes, je pense 4 minutes. Je veux vraiment savoir ça, c'est quoi. C'est tellement beau. C'est un couteau, ça? Oui, c'est un couteau en quartz. Quartz ILN. Oui. Un couteau, c'est comme... Un couteau. Ça date de combien d'années? Ça, c'est à peu près 3000 ans. 3000 ans? Oui. Wow. OK, je vais choisir encore une autre chose qui... Oh, oui, ça. Oui. Je pense qu'on en avait parlé un peu. Oui. Ça, c'est une autre variété de céramique. Une vase qui... Mais ça, c'est beaucoup plus récent que l'autre. Combien d'années, ça? Ce type de vase est daté à environ 1580 ans après Jésus-Christ. Après Jésus. L'autre, c'était 1900 500 ans. OK, c'était 1900 avant. OK. Et la chose importante ici, c'est que le style nous dit simplement que c'était une population autochtone de la vallée du Saint-Laurent. OK.
qui s'appelle les Iroquoiennes du Saint-Laurent en archéologie. Et là, c'est les représentations du blé d'Inde. Ils étaient des agricultures. Alors, ça nous montre comment la rivière des Outaouais était importante comme une route majeure entre les différentes régions. Alors, je vais choisir... il nous reste 3 minutes, je pense. Je ne veux pas tout voir. Pourtant, j'ai vraiment envie... Ça, c'est quoi? Ça, c'était un fragment d'une pointe de lance. Ça, une pointe de lance, oui, ça, c'est le bas, la base. OK. La lame était comme ça. Mais ça remonte à environ 6000 ans aussi. Là. C'était cassé. Comment vous protégez ces artefacts-là? Comment vous les gardez? Ils sont tous entreposés temporairement. Okay? Nous sommes les gardiennes temporaires de ces objets au nom des Autochtones de la région. Et ils sont gardés dans notre laboratoire, dans la façon responsable comme faisaient des musées, des centres culturels. Alors. Je me demande si certains musées, par exemple le musée de l'Histoire, pourraient avoir accès à certains de ces artefacts pour une exposition. Oui, avec permission, mais on les garde, comme je viens de vous dire, temporairement, parce qu'il y a une crise de remise en Amérique du Nord. Les entrepôts sont pleines. Ah, j'imagine. Donc, il faut en construire d'autres ou essayer ou assister les Premières Nations bâtir leur propre capacité d'entreprendre et... pour pouvoir les entreposer par eux-mêmes. Entreposer eux-mêmes. OK. Il va nous rester 45 secondes. Je vais y aller pour celui-là. Juste 45 secondes, qu'est-ce que c'est? Je trouve que c'est cute. Intéressant. C'est un grattoir. Mais ça montre aussi que la région de la capitale nationale se trouve au milieu d'un vaste réseau de communication et d'échange. La matière première ici, le type de roche vient de la baie d'Hudson. Ça s'appelle le Chert des basses terres de la baie d'Hudson. Puis la matière a voyagé facilement 1500 km pour arriver ici et être taillé comme un grattoir. Merci beaucoup, Yann, pour ces informations. Et pour vous autres à la maison, www.ccn-ncc.gc.ca. C'est le site web de la CCN si vous voulez avoir plus d'informations sur le programme d'archéologie. Après la pause, on parle avec un représentant du Musée canadien de la nature. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes. Pour la santé, avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine, 9 et 16 heures, sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avec moi,
Marcus Winchester et puis plein de peluches, plein d'affaires parce qu'on parle des ateliers scolaires du Musée canadien de la nature. Marcus, je pense qu'il y a 3 ateliers dont tu veux nous parler aujourd'hui. Exactement. Est-ce qu'on pourrait aller tout de suite en parlant du premier atelier parce que je veux comprendre c'est quoi ça? Bien sûr. Alors, qui dit Arctique dit le froid. Le froid. Évidemment. Mais l'Arctique, ce n'est pas juste une chose. Évidemment, c'est un territoire énorme avec des habitats divers. Ouais. Alors, dans l'atelier qui est sur site, évidemment, une des dernières fois qu'on s'est parlé, on a parlé du virtuel, oui. mais c'est le retour des élèves au musée. Donc, les élèves auront l'opportunité de toucher et d'explorer qu'est-ce qui fait qu'un animal est adapté à son environnement, à son habitat. Alors, évidemment, c'est le froid, mais c'est aussi les autres êtres vivants qui y vivent. On parle ici d'un ours polaire. Okay. Alors, c'est une adaptation assez évidente qu'il peut se camoufler, n'est-ce pas? Okay. Mais ce n'est pas un camouflage qui lui permet de survivre contre un autre prédateur nécessairement, c'est plutôt une arnaque. C'est pour pouvoir chasser sa proie sans être vu. Tandis que... Comment ça, il arrive à chasser sa proie sans être vu? Tu m'expliques? Ben, toute dépense d'énergie dans le Nord peut être très coûteux, c'est n'est-ce sûr, pas? Oui. Donc, c'est un ours polaire qui va rester auprès de la glace en cherchant une proie comme, par exemple... Oh, le doudou phoque! Le phoque ici. Donc, le phoque est un mammifère qui a des poumons, qui doit respirer à la surface de l'eau. Oui. Donc, si l'ours se place à côté de la glace en attendant, c'est son repas qui lui revient et non lui qui est nécessairement obligé de le chasser à tout temps. C'est smart, ça. Okay. Et une adaptation, c'est pas juste l'apparence, c'est le comportement aussi. Okay. Donc, le phoque, parfois, il va jouer un tour à lui-même. Il peut laisser échapper des bulles. Oui. Et le son des bulles va peut-être provoquer un mouvement de l'ours. Et là, puis, phoque... il sait que l'ours, il est là et puis il repart. Ah, OK. Voilà. Ah. Aussi, dans le même atelier, on peut explorer le bœuf musqué, qui est un herbivore qui vit dans le Nord et non sur la glace, dans un autre habitat qui s'appelle la toundra. Et ce que vous allez voir ici, c'est 2 sortes de poils. Évidemment, il y a c'est comme des cheveux longs et coriaces. Ça, c'est son manteau extérieur, essentiellement. Okay. Mais si vous regardez ici, est-ce que vous voyez? À l'intérieur? Oui, on parle ici d'une laine ultra fine et dense qui s'appelle le kiviot. Le kiviot? Oui, le kiviot. Et apparemment, je ne sais pas exactement à quel point, mais c'est 10 fois, 40 fois plus chaud que la laine de mouton. C'est fantastique. Donc, les animaux, là, sont adaptés non seulement au froid, à leur environnement, mais aussi aux autres animaux qui y vivent. Alors, comment lui, il fait pour se nourrir, par exemple? Puisque tu m'as expliqué pour l'os. Très bonne question. Alors, imaginez que la toundra, pour une partie de l'année au moins, est recouverte de neige et de glace. Oui. Alors, si vous mangez des herbes, le lichen, les mousses, les gazons qui existent en dessous de la neige, vous avez besoin d'une pelle. Alors, non seulement le sabot du bœuf musqué est bien pour marcher et pour courir, mais pour creuser aussi. C'est comme une cuillère ou une pelle. Wow! Ils sont vraiment adaptés pour le froid. Pour le froid et pour survivre, pour chercher leurs besoins. Alors, là, on a terminé avec les habitats arctiques, c'est ça? Alors, c'est un atelier pour des élèves de quelle année? Merci. L'unité de sciences qui s'appelle Habitat et communauté s'adresse à la 4e année en Ontario et plutôt 4e, 5e, 6e année au Québec. Et c'est un atelier qui prend place dans la galerie arctique du musée avec des spécimens. Il y en a d'autres aussi. Donc, les élèves vont explorer l'espace ainsi que de beaux spécimens muséaux. Et oui, c'est très actif. Alors, c'est quoi, j'imagine que tu es tout le temps étonné de voir la réaction des jeunes quand tu montres des affaires de même, parce que moi-même, pour une adulte, là, j'étais comme « Oh, wow! » Donc, j'imagine qu'ils ont une rétroaction, ils posent beaucoup de questions. Certainement, certainement. L'objectif ici, ce n'est pas nécessairement d'enseigner l'unité scientifique au complet. Mais piquer la curiosité. Merci. Ouais. Exactement. On est là pour provoquer un intérêt. Alors, pour les écoles qui nous regardent en ce moment, qui ont envie d'avoir accès à cet atelier-là, comment ça fonctionne? Vous n'avez qu'à
remplir un formulaire, une requête. Nature.ca? Oui, nature.ca/éducation. Et vous allez voir un formulaire pour réserver un atelier. Et il y a même des bourses qu'on offre pour défrayer les coûts. Ça, c'est intéressant, ça. OK, bon, bonne nouvelle. On a terminé avec les habitats arctiques. On va passer dans le milieu. Où est-ce qu'on parle des roches? Des roches, des minéraux. Oui, le labo de minéralogie, c'est un des ateliers le plus populaires dans les deux dernières décennies au musée. Pourquoi tu penses? Ben, je pense que c'est un sujet que le musée offre une certaine expertise et ce n'est pas nécessairement tous les enseignants et enseignantes qui ont cette expertise. Et aussi, on a accès aux spécimens, au réel. Donc, dans cet atelier-là, encore une fois, pour la 4e, 5e, 6e année du primaire, on parle de qu'est-ce que c'est une roche, qu'est-ce que c'est qu'un minéral, et on veut rendre ça intéressant, mais connecté à votre vie. Parce que peut-être vous pouvez m'offrir un exemple de comment on se sert d'une roche, un exemple de d'où se trouvent les roches dans nos vies. Là, je réfléchis, je trouve pas. Tu me prends au pif, Marcus? C'est toi qui me demande les questions. Donne-moi le scoop. Ben, peut-être un comptoir dans une cuisine. Oui, c'est vrai mais ou pour un bâtiment, n'est-ce pas? Pour bâtir le musée, comme exemple. Mais, des roches, oui. Ça fait du sens. Mais ça, c'est un exemple parmi plusieurs, oui. Parmi plusieurs. Mais la majorité du temps, les roches et les minéraux apparaissent dans nos vies sous forme de transformation. Alors ici, j'ai un minéral qui s'appelle le chalcopyrite. C'est un nom assez scientifique et dense. Chalcopyrite. Oui. Et lui aussi, il est dense. Vous pouvez la tenir dans... c'est vraiment lourd, hein? Parce qu'il est plein d'un métal qui est valable. Alors ici, on parle d'un minerai, une source de cuivre. Cuivre, oui. Oui. Et ici, on a du quartz. Ça, je trouve ça tellement beau. C'est tellement joli, oui, de beaux cristaux. Mais sous transformation, sous des processus ultra compliqués qui se passent derrière des portes, on se retrouve avec des objets... Qui viennent des roches? Les ingrédients chimiques en ressortent des roches et des minéraux. Et on les recombine pour faire des matériaux comme l'acier ou des fils électriques ou ma montre est faite avec du quartz à l'intérieur. Donc, notre monde entier, si ça n'a pas été élevé comme un animal ou si ça n'a pas été poussé comme un arbre pour faire du papier ou du bois, ça vient probablement des roches et des minéraux, des industries minières. Donc, notre monde entier est rempli de minéraux. De bon exemple. Donc, on veut rendre ça accessible. Écoute, je te garde avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, j'aurai quelques questions sur ça ici. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine.
Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des programmes scolaires offerts par le Musée canadien de la nature. Avec moi, le chef des programmes éducatifs, Marcus Winchester, et M. Doudou Fock, qui fait partie de l'un des ateliers, dont le premier atelier Habitat Arctique dont on a parlé. Mais j'avais envie de le prendre dans ma main, il est tellement doux. On parlait avant la pause, Marcus, des minéraux, qui est un atelier aussi. Et tu nous expliquais qu'en fait, ce que vous donnez comme information à ces jeunes-là, c'est que tout ce qui nous entoure, il y a quelque part un tout petit peu de minéral qui se trouve là-dedans. Exactement. Le monde entier humain, je devrais dire, le monde humain entier provient du monde naturel. Ouais. Tout ce qui nous entoure a commencé par une ressource naturelle. Donc, quand on parle de déchets, ce n'est pas juste pour éviter qu'une canette de Coca-Cola se retrouve dans un site d'enfouissement. C'est la valeur du métal et toute l'énergie que nous avons dépensée pour y aller retrouver ce métal-là. Donc, le recyclage, comme exemple, ce n'est pas juste pour éviter les déchets, c'est pour valoriser tout notre effort. Protéger la terre aussi. Oui, cette dépense d'énergie a été énorme. Alors, j'avais une question pour toi sur cette pierre-là qui est le quartz. Oui. C'est la Saint-Valentin bientôt. Tu sais, il y a des pierres qu'on appelle le quartz rose. Peut-être que monsieur ou madame va offrir à quelqu'un. Fait que je me demande si ça vient de ça. Alors, les minéraux sont comme des recettes chimiques. Okay. Et si nous changeons cette recette en introduisant une impurité ou un autre élément, on change le produit. C'est comme cuisiner. Donc, ça, c'est une variété de quartz, c'est le quartz rose. C'est une autre variété. Il y en a d'autres aussi. L'améthyste, qui est mauve, ça aussi, c'est du quartz. C'est une variété. Ah, OK. Parfait. Et, évidemment, ce qui vous attire, c'est peut-être du côté émotionnel ou spirituel, ou c'est normal. Et on veut aller chercher ça aussi, parce qu'il faut s'intéresser à la nature dans tous les sens pour en vouloir apprendre et pour en vouloir conserver. Alors, cet atelier-là, il est réservé pour les enfants de quelle année, tu as dit? Généralement, de 4e à la 7e année, à peu près, oui. Parfait. Je pense que je vais déposer bébé Fock maintenant. Parce que là, on va parler d'un autre atelier, d'un 3e, où est-ce qu'on parle des moules. Oui, alors cet atelier ici s'appelle l'expérience du bassin de découverte. Le bassin de découverte, c'est un nouveau aquarium assez bas, dans lequel les étudiants auront la chance de s'approcher de tout près et même de toucher. On l'avait vu avec toi en virtuel une fois. Oui, exactement. Il est encore actuel en ce moment au musée? Oui, alors les élèves peuvent venir. Ils vont voir des animaux en vie. Alors, j'ai des spécimens secs ici. Oui. J'ai une étoile de mer. J'ai une moule bleue, elle s'appelle. Et toi ici, tu as une moule devant toi. C'est la marionnette. Donc, cet atelier est adressé aux petits-enfants principalement, mais on l'adapte aussi pour les plus vieux. Et pour les plus jeunes, on parle de qu'est-ce que c'est qu'un être vivant, qu'est-ce que ça a besoin de survivre, et tout animal a besoin de se nourrir, du manger. Alors, cet animal, la moule, elle va se protéger, elle peut ouvrir. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Oui, OK. Donc, la moule, elle s'ouvre comme ça. Oui, alors même les petits-enfants ne savent pas toujours que l'animal, c'est cette partie ici. Ce qu'on trouve sur la plage, c'est la coquille. La coquille de protection. Oui, elle est généralement vide quand on la trouve, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, pour les enfants, comprendre que ça ici, c'est un animal, déjà, c'est une première étape dans l'apprentissage. OK, là, j'ai besoin de savoir quelque chose. Les moules qu'on retrouve en bordure de mer qui sont vides, ça veut dire que la moule, elle n'existe plus? Exactement. Elle a décomposé ou elle a été mangée. Oh. C'est triste. Ben bon, en tout cas, donc la moule, elle s'ouvre. Et puis pour les gens qui sont à la maison, moi, j'ai demandé à Marcus avant l'émission, j'ai demandé ça, c'était quoi en bas de la moule? Et il m'a dit que c'était une roche sur laquelle la moule s'ouvre. Oui, donc reculons juste un instant. L'atelier ici représente un habitat côtier. La côte rocheuse de l'océan Pacifique au Canada. Donc, ce sont des animaux qui vivent dans les cuvettes de marée, les flaques d'eau qui se remplissent avec les marées hautes et basses. Donc, c'est un animal qui doit s'agripper à la roche pour ne pas être emporté par les vagues. Donc, elle va s'agripper et
l'étoile de mer ici, elle aussi, doit s'agripper à la roche. Okay. Donc, comment est-ce qu'elle va manger si elle est collée à la roche? Donc, elle est collée ici avec des pattes, des pieds tubulaires, on appelle ça... Et c'est comme des ventouses. Oui, des ventouses, oui, sur la roche. Et elle peut se servir des ventouses pour ouvrir la coquille juste un petit peu, mais pas beaucoup, juste une fente par laquelle elle va sortir de sa bouche son estomac. Donc, à place de mettre l'animal dans la bouche, c'est l'estomac qui va sortir de la bouche, et va se mettre à l'intérieur. Elle va digérer à l'aide d'acide gastrique. Ouais. Donc, la moule va devenir un liquide et, comme un smoothie, elle va avaler son estomac et la moule elle-même en même temps. J'apprends des choses aujourd'hui. L'étoile de mer est un prédateur féroce. Ça n'a pas l'air, pourtant. C'est tellement cute, les étoiles de mer. Oui. OK. Bon. C'est beau. Donc, les étoiles de mer vont ouvrir la moule comme tout doucement, aller aspirer avec l'estomac. Juste assez pour passer son estomac entre la coquille. Il n'y a rien que la moule peut faire pour se défendre? Alors, c'est une stratégie de nombre. Okay. Ils vivent souvent ensemble. Donc, oui, il y en auront qui vont mourir, mais les autres vont survivre. Okay. Et évidemment, elle va essayer de garder sa coquille fermée en autant que possible. Mais les ventouses, les pieds tubulaires sont extrêmement puissants. Alors, j'ai une question pour toi. Vu que les ventouses, on va dire, de l'étoile de mer sont assez puissantes, qu'est-ce qui permet à la moule de rester accrochée sur sa roche? Donc, plusieurs des animaux qui vivent dans les cuvettes de marée ont leur propre adaptation au même problème des vagues. Et quant à la moule, elle se sert de ficelles, un petit peu comme Spider-Man. On appelle ça la barbe. Donc, il y a des multiples ficelles qui vont aller chercher comme des appuis. Ouais. Wow! C'est magnifique. Oui, écoute, tu m'as emballé. C'est un monde incroyable. Je pense que si tu n'avais pas envoyé les doudous, je ne serais pas si intéressée que ça. Alors, cet atelier, il est réservé pour... Mais écoute, moi-même adulte, je suis tombée dedans. Comme. Oui. Je dis pas réservé parce que l'atelier, notre profession, c'est d'adapter le contenu à l'âge approprié. À la prochaine émission, je vous amène au cœur d'Ottawa pour découvrir le pavillon Egan de l'Université d'Ottawa, qui autrefois était l'école normale de l'université, où on a formé des milliers d'enseignants franco-ontariens. Et par la suite, on s'en va dans la base ville Est pour découvrir l'histoire et le patrimoine francophone. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. À la prochaine émission, j'ai le très grand plaisir de vous présenter grand-père Dominic Rankin et les grands chefs héréditaires Anishinaabe. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si vous avez été intéressé par les ateliers scolaires qu'offre le Musée canadien de la nature, c'est simple. Vous pouvez avoir plus d'informations au www.nature.ca. J'aimerais vous partager aussi une invitation de la communauté, une invitation qui est lancée par l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains. Donc, l'acronyme, c'est ACFA. Ils organisent un gala le 23 février dans le contexte du mois de l'histoire des personnes d'ascendance africaine. Un très beau gala qui va regrouper plusieurs personnes, personnalités connues de la communauté, personnalités politiques. Donc, c'est une invitation lancée à toute la communauté. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous prendre des billets sur leur site web au www.acfa.ca. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera
sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, je vais m'entretenir avec Olivia Nkulufu, qui est la présentatrice de l'émission Le Monde d'Olivia, qui est présentée sur les ondes de Unique FM. On va aussi vous partager des informations précises sur les activités qui entourent le mois du patrimoine franco avec Daniel Pécor-Yuguri du RPFO. Et on va terminer en musique avec notre cher chroniqueur Jean-Paul Moreau. Tout ça et bien plus à partir de 11h demain et on vous attend. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org.